Leur devise, one shot, one kill. Tuer au premier coup. On les appelle les tireurs d'élite, les snipers. Dans l'armée française, ils sont un peu plus d'1 millier et ils n'ont pas le droit à l'erreur. On ne peut pas se permettre de louper notre tir parce que lui, il ne nous rattrape pas, quoi. Leur précision, leur sang-froid, leur discrétion sont devenus indispensables en opération. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou sur tous les conflits les plus chauds de la planète. Ces spécialistes sont capables de toucher une cible à plus de 1800 mètres. Imaginez 6 tours Eiffel allongées les unes à côté des autres. À une telle distance, la trajectoire de la balle n'est jamais la même et rien ne peut être laissé au hasard. On a la température, la pression atmosphérique, on a le vent. Tous ces facteurs sont à prendre en compte. Ces informations, c'est le spotter qui les donne. Car pour toucher à coup sûr, le tireur travaille toujours à deux. Tireur, spotter, ils doivent se faire une confiance totale. C'est vrai dans l'armée, mais aussi dans les rangs de la police, où les tireurs d'élite ont fait leur apparition pour faire face à une nouvelle menace. Si terroriste avéré, tiens. Jusqu'à l'entrée des salles de concert ou des stades de foot. Une arme de guerre redoutable, au sol comme dans les airs. Ces hommes sont capables de marcher des dizaines et des dizaines de kilomètres avec 80 kilos sur le dos, de se camoufler et de rester éveillés pendant des heures, tout en gardant leur lucidité. On n'est pas des assassins déjà. Moi, je tire pas sur un mec parce qu'il est en train de d'étendre son linge. Ces spécialistes sont parmi les rares à pouvoir éliminer plusieurs ennemis dans le même dixième de seconde. C'est le tir synchronisé, une performance qui exige des mois et des mois d'entraînement. L'un d'eux, tout juste rentré d'une mission en Afrique contre Daesh, fait partie du club très fermé des tireurs à longue distance. Malgré le vent, la pluie, le froid, il tentera l'impossible, un tir à 3000 mètres. Cette fois l'équivalent de 10 tours Eiffel allongées. D'habitude, ces experts ne se font jamais filmer. Mais exceptionnellement, les tireurs embusqués acceptent de se mettre à découvert. Quand ils ne sont pas en guerre, ces militaires hors normes s'entraînent pour le jour J. Ce jour-là, au camp de Caylus, dans le sud-ouest de la France, un groupe de 5 tireurs confirmés se prépare à un long week-end de travail. Tous ont déjà connu l'expérience du feu en OPEX, comprenez en opération extérieure. Je vais chercher les mules pour le reste et dès que j'arrive, on s'étouffe et on va tirer le reste. Aujourd'hui, tous les régiments d'infanterie possèdent leurs propres tireurs d'élite. Fabien et Morgane, eux, appartiennent au 8e RPIMA de Castres. Et comme tout bon tireur d'élite, chacun a son arme de prédilection. Pour Morgane, c'est un fusil de fabrication allemande. Ça sert à quoi de faire ça, Morgane ? Donc là, c'est procéder au déshuilage du canon pour éviter qu'il y ait de l'huile qui reste dans les rayures du canon et sur les premiers tirs, faire une surpression et donner une trajectoire à l'ogive dont on n'a pas forcément envie. Donc là, on est sur un HK 417 20 pouces. Très bonne arme, c'est du semi-automatique. Donc là, on peut monter jusqu'à 600-700 mètres, on est dans les clous à but à coup sûr. On peut monter au-delà, on a réussi à toucher à 800-1000 mètres avec quelques corrections à apporter. Protection auditive pour tout le monde. En guise d'échauffement, une petite cible à 600 mètres. Plus 23. Plus 23. Sur le terrain, le sniper n'agit jamais seul. Un deuxième tireur d'élite joue le rôle de spotter, d'observateur. C'est lui qui analyse le terrain, les conditions météo, 3 droite. 3 droite. tout ce qui peut faire dévier la trajectoire de la balle.
On lance vert dès que prêt. Vert. Alors je donne les paramètres de correction pour faire un tir longue distance. C'est-à-dire? Donc on rentre en compte tout ce qui est pression atmosphérique, le vent, la luminosité, l'humidité, la dérive gyroscopique, etc., etc., pour pouvoir faire but au premier coup. Dans la discipline du tir d'élite, c'est vraiment un couple qui est indissociable parce que il y a des paramètres vraiment à une certaine distance qu'il va falloir prendre en compte obligatoirement. Et je ne peux pas en même temps garder l'objectif dans ma lunette et effectuer toutes les corrections, les calculs. Il y a un moment où je vais devoir quitter ma lunette et ça, c'est pas bon. Sinon, l'objectif peut s'en aller à tout moment, quoi. Fabien et Morgane s'entraînent ensemble depuis plusieurs mois. Ils doivent pouvoir se faire une confiance aveugle. Le tireur se concentre vraiment uniquement sur les fondamentaux du tir, le maintien de l'arme, la bonne visée, et ne réfléchit pas plus que ça. Après, le spotter, son métier, c'est de calculer, donc avec les tables de tir qui sont là. Tout est rentré déjà à l'avance. C'est ce qui va me permettre de calculer tous les paramètres que je vais rentrer dans sa lunette pour pouvoir faire but à n'importe quelle distance. 100, 200, 300, etc. Avec tous les paramètres météorologiques que je peux trouver sur le territoire où on est. C'est grâce aux molettes de la lunette que le tireur va ajuster son tir. De haut en bas selon la distance. Un droite. Un droite. De gauche à droite pour corriger les effets du vent. Ton initiative. Le but, avoir la courbe parfaite pour que le projectile touche sa cible au premier coup. Le fameux one shot, one kill, la devise du sniper. Fabien aussi est tireur d'élite. C'était un rêve de gosse. Et la raison de son engagement il y a 14 ans. Quand je jouais gamin au pistolet, je voulais être tireur d'élite, que personne me voie. Et voilà, donc après, j'aime me maquiller, j'aime me déguiser en buisson. et voilà. Désormais, on voit des snipers opérer sur tous les conflits. Même les armées non conventionnelles les utilisent. Surtout lors des guérillas urbaines, comme ici à Alep, en Syrie. Quand les rebelles se sont soulevés contre Bachar el-Assad. Les rebelles ont réussi à tenir tête au régime pendant 4 ans, notamment grâce aux tireurs d'élite. Grâce à leur mobilité, leur discrétion. Là, on peut les régler à 100 mètres, hein, facile, et après, L'adjudant Paul, lui, est d'origine polonaise. Il a fait 21 ans dans la Légion étrangère. Et il forme aujourd'hui les nouveaux snipers. Quand un soldat est une bonne gâchette à moins de 50 mètres, on l'appelle un tireur de précision. S'il touche facilement à plus de 100 mètres, il peut prétendre à devenir tireur d'élite. on est bon. Prêt. But. C'est bon. Ce qu'il recherche, des tireurs qui mettent dans le mille, bien sûr, qui touchent au but. Mais surtout ceux qui font le meilleur groupement. Explication. Ok, ça c'est toi. Oui. On va viser ici. T'as tiré combien de cartouches? 3. C'est très bien. Hein. Mais... Eh oui, hein. Faut dire que là il y a 3. 1, 2, 3. Ça c'est un bon tir. De 100 mètres et de 3 cartouches. De 338, donc avec un TRG 42 Sako. 100 mètres, on a 3 impacts, trop dans trop. Et là c'est parfait, quoi. Ça dépasse quand même, mais ça rentre dans une pièce de 20 centimes. Donc c'est le but. Et c'est ça un tireur d'élite? Mais là on est que à 100 mètres, hein. Attention. En quelques heures, ils vont tirer 1 millier de cartouches. Tirer sans réfléchir, histoire de n'avoir aucun état d'âme sur le terrain. Quand ce sera un homme, à la place d'une cible. Les buts, c'est entraîner sur le papier, mais
en finalité tirer sur l'objectif mobile humain. C'est pas si facile qu'on croit. Ça change toujours quand vous tirez sur le papier, quand vous tirez sur quelqu'un qui vous le voyez bien en plus. Mais on essaie de faire en sorte que les soldats ou légionnaires qui sont dans la section, qui font ça comme à l'entraînement. Voilà. Qui ne se posent pas de questions, qui gardent leur sang-froid et qui appliquent les fondamentaux. Voilà. Pour arriver à la même finalité, donc toucher là où je veux que mon projectile arrive. On n'est pas des assassins déjà. Moi, je tire pas sur un mec parce qu'il est en train de d'étendre son linge. On a des règles d'engagement, on a des gens Enfin, moi, je sais sur quoi je tire. C'est-à-dire que je ne vais pas tirer sur quelqu'un qui fait rien. On est d'accord, hein. La personne en face a une arme. C'est vraiment des gens qui sont bien précis, bien ciblés. Et je ne vais pas tirer sur n'importe qui. Donc c'est pareil, c'est ça qui me plaît aussi dans le sniping, c'est que voilà, on sait sur quoi on tire, quoi. Ok, la double piste. Double piste. Le poteau en noir. 10 millième à droite. Ok, visuel, jaune. 6 heures. 6 heures. Faut bien comprendre que le tir, c'est 10% du travail. Généralement, la mission principale, on va se mettre sur une position comme ici et la compagnie ou une section d'infanterie, ils vont prendre les lisières, ils vont avancer et nous, on va être leurs yeux. Et on va renseigner en permanence. Si vraiment il y a de l'ennemi, là, on pourra traiter. Mais avant ça, le truc de s'infiltrer sans bruit, de se mettre en place et sauver les copains, c'est ça qui est intéressant. Donc ouais, c'est ça un peu moi que je viens rechercher. Et voilà. Plutôt que d'aller là avec la baïonnette au canon et aller... J'aime bien aussi, hein, mais au dernier recours, quoi. Voilà. C'est mieux de prendre un peu de distance. Et puis au moins on est loin. Il y a encore 50 ans, les tireurs d'élite n'étaient pas considérés comme une arme incontournable. Le tournant est arrivé dans les années 90, avec la guerre en ex-Yougoslavie. C'est le siège de la ville de Sarajevo qui va révéler aux armées du monde entier tout l'intérêt stratégique des tireurs embusqués. Tout le monde se souvient de ces images de civils qui tombent sous les balles de snipers serbes. Des casques bleus français sont même fauchés en direct à la télévision. Alors qu'ils cherchent à protéger la population. C'est à ce moment-là que la France décide d'organiser la riposte et met en place des unités spécialisées pour contrer la menace. Depuis, ces experts se sont imposés. Ils sont aujourd'hui 900 dans la seule armée de terre. Et ils ont bien sûr perfectionné leur technique de façon impressionnante. Nous retrouvons nos tireurs de Kélus. Au petit déjeuner, ça parle encore technique. L'arme lourde, pas au 12-7. Enfin, on n'a pas de 12-7, mais... Ouais, non, mais... Là, c'est bon. exceptionnel. Ce jour-là, un exercice très difficile attend 2 tireurs d'élite. Ah, si Tango Charlie Unité, prenez, demande ouverture du feu. Il s'agit d'un tir à 800 mètres et surtout, synchronisé, toute la difficulté est là. 2 soldats, 2 coups de feu, qui doivent partir en même temps, au 10e de seconde près. L'exercice impose concentration et coordination. Il est très utile pour répandre la peur et la confusion dans le camp adverse. 5, 4, 3, 2... Ça peut être fait sur des cibles difficiles à atteindre. On va prendre le même calibre, d'une position différente avec les mêmes réglages et on va traiter la même cible en même temps. Ou sinon avec des objectifs multiples pour en prendre qu'un seul fusil et ne pas faire déceler les positions. Ce qui fait un effet psychologique important et niveau tactique c'est assez intéressant.
5, 4, 3, 2... 100%. Le tir synchronisé, une technique très efficace sur le terrain. Et ce n'est pas la seule. Les militaires ont élaboré une autre stratégie, plus spectaculaire encore, et encore plus dangereuse, où le tireur d'élite est plus exposé que jamais. Les armées qui maîtrisent cette technique se comptent sur les doigts d'une main dans le monde. La France en fait partie. Dans quelques minutes, des hélicoptères de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, vont embarquer des tireurs chasseurs alpins pour des exercices en plein vol. Il est 8h30, briefing pour se répartir les rotations. Je crois. Ouais, dis-moi les rotes. Ouais. Le premier avec moi, ça va être Junior. Après, c'est Dédé. Et après, c'est toi. En 2005, Aurel s'engage pour être tireur d'élite. Mais il y a 5 ans, lui vient l'envie de prendre un peu de hauteur. À la base, on est tous des tireurs d'élite. Sauf que là, au sol, le tir est carrément différent. En gros, les tireurs d'élite vont engager avec, que ce soit les PGM, les FRF2, les 417 ou quoi que ce soit. En gros, ça va faire de 0 à 1800 mètres avec le PGM. Là, on est dans du tir de 0 à 300 mètres. Mais c'est pas du tout la même difficulté. De 0 à 300 mètres, si on doit aller sur un mec ou quelque chose comme ça, on est quand même prêt, on est au contact, l'équipage engage, le tireur engage. Et du coup, c'est quand même, faut pas se louper, quoi. Donc, à partir du moment où on part sur quelque chose de mobile, armé ou quoi que ce soit, 0-300, on peut pas se permettre de louper notre tir parce que lui, il nous rattrape pas, quoi. Aurel sait de quoi il parle. Il a déjà effectué une douzaine de missions à l'étranger, en Afghanistan, en Afrique occidentale. Et il doit prochainement partir au Sahel pour combattre Daesh dans le cadre de l'opération Barkhane. Son aptitude de tireur d'élite embarqué à bord d'un hélicoptère est très utile dans le désert. On fait bon surtout. Passe pas, tu sais. Ok, contrôle radio. Ouais, on t'entend. Ok, pour moi c'est bon. On dit bonne chance. C'est parti pour 45 minutes d'entraînement intense. C'est bon, attaché, stade beau, décalez-vous. Concentrage, tout est bon, tous les voyants Cette technique d'un tireur embarqué permet de sécuriser les transports de troupes au sol, d'assurer la couverture des soldats lors d'une libération d'otages ou encore de neutraliser des convois ennemis. Depuis les airs, le tireur voit plus loin que ses camarades au sol. Il est surtout beaucoup plus mobile. Car la tactique, c'est d'arriver sur cible le plus rapidement possible. Faire feu à moins de 300 mètres. Et repartir ensuite au plus vite, en toute sécurité. Un paquet de pare-brise, à peu près 5 ou 6e cartouche. Il faut que ça découpe. Ouais, il faut que ça découpe. Si tu pouvais le mettre à la première, ça serait encore mieux. Ouais. Mais c'est bien, c'est pas mal. En tout cas, beau tir celui-là. Franchement, magnifique. La difficulté de ces exercices-là, c'est plus tout ce qui est mouvement, la coordination déjà avec l'équipage. Et surtout, c'est que ça bouge. Et la distance. Donc le but, c'est d'être toujours en mouvement, normalement, pour être une cible, on va dire, à l'abri des tirs, entre guillemets. Et du coup, tir en mouvement dit difficulté, quoi. Donc on rajoute encore un pourcentage de, d'échec au tir, c'est pas ça, mais de difficulté au tir. Un tireur embarqué, un hélico, une combinaison rendue indispensable dans les récents conflits, comme l'Afghanistan, la Libye ou le Sahel. Je vais faire la 7 et enchaîner avec la 2 dans la foulée. Ouais, je vais essayer ça.
faut faire les suivre. Cette technique de combat est aujourd'hui très utilisée dans la lutte contre le terrorisme, sur tous les théâtres d'opérations difficiles d'accès ou très étendus, comme les déserts ou les montagnes. Ça va proche de la réalité du terrain dans ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, hein? Pas forcément. Pas forcément. Là, on s'entraîne beaucoup sur des cibles statiques. La réalité des choses fait que ce sont des cibles mobiles. Bah là, les cibles ne ripostent pas, ça c'est clair, et elles ne se déplacent pas. Donc il faut savoir qu'une cible qui se déplace, déjà on enlève 50% de chances de réussite, quoi. On ne connaît pas sa trajectoire, on ne connaît pas sa vitesse, donc tout de suite ça devient encore plus compliqué que ce qu'on a là. S'entraîner sans cesse, répéter les bons gestes et les procédures avec le pilote pour faire face à l'aléatoire, aux impondérables sur le terrain. Aurel va réaliser une dizaine d'exercices de ce genre avant son prochain départ. Alors, comment ça s'est passé? Satisfait dans les tirs qu'on a fait, satisfait un petit peu aussi la phraséologie avec les pilotes chefs de bord. Nous, ce qui va assurer notre sûreté vis-à-vis de l'ennemi, au final, ça va être sa capacité à tirer le plus rapidement possible et le plus précisément et efficacement possible. La confiance, c'est ce qui fait partie de notre boulot et ce qui fait en même temps la force, quoi. Et là, vous êtes prêts à partir au Sahel tous les deux? On est prêts à partir au Sahel, c'est bon. C'est bon, tout est bon. Ça fera la 6e fois que je pars là-bas. Homme d'action, homme de l'ombre, qui tient la vie d'autrui au bout de son fusil. Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir tireurs d'élite. Mais combien d'élus au final? La sélection pour devenir tireur d'élite est impitoyable. Décrocher cette qualification au sein des commandos de marine relève de l'exploit. Nous sommes au camp militaire de la Courtine, dans la Creuse. Parmi les militaires présents cette semaine, un groupe de commandos marines, justement. Des anciens devenus instructeurs et des plus jeunes qui rêvent de décrocher le titre de tireur d'élite. Si vous loupez la cible ou si vous êtes en bordure de carré, c'est 0. Tous sont commandos et font donc partie des forces spéciales. Pour cette raison, vous ne verrez jamais leur visage. Moi, c'était un rêve depuis tout petit. C'était pour le dépassement de soi-même, l'esprit de corps. C'est pour moi le summum de ce que je pourrais faire chez les commandos marines. Voilà, ça aurait pu être les nageurs de combat, mais non, ça a été. J'ai pris ma décision, ce sera les tireurs d'élite. 16 stagiaires passent les sélections cette année. Moyenne d'âge 25 ans. Parmi eux, Laurent, alias Koub, qui s'est engagé pour suivre le chemin pris par son frère. Le tireur d'élite, c'est avant tout pour moi un accomplissement personnel. Quand on est derrière son fusil, on est tout seul et après, il y a plus, tout ce qui compte, c'est ce qu'on va faire et c'est les choix qu'on va faire. Vous serez tout seul derrière votre fusil et c'est vous qui appuierez ou non sur la détente et qui toucherez ou pas la cible. Les stagiaires sont évalués pendant plusieurs semaines et quelles que soient les conditions météo. L'exercice, cette fois-ci, un parcours avec des points d'arrêt qui imposent de prendre une position adaptée et d'effectuer des tirs entre 150 et 600 mètres, sur plusieurs cibles à chaque fois. Coupe de 0 unité. Coupe, j'écoute. Ok, de votre position, vous devez neutraliser tout le cible devant vous. 20 cibles à toucher au total. Et pour corser la difficulté, elles n'apparaissent que quelques secondes seulement. C'est Stéphane, 15 ans de service, qui, avec sa télécommande, fait monter et baisser les cibles. Il est le patron de la formation. Là, aujourd'hui, on a tout ce qu'on peut trouver et ce dont on a besoin pour un tireur d'élite, c'est-à-dire son déplacement, son raisonnement, ses comptes rendus et son analyse du terrain. Pour être au plus près de la réalité,
les stagiaires doivent sans cesse rendre compte, référer au commandement. Coupe de 0 unité. Coupe, j'écoute. Position. Mais Koub néglige cette procédure et ça pourrait lui coûter des points. L'instructeur doit le relancer. Coupe de 0 unité. Coupe, j'écoute. Vous arrivez sur Lima 3. De coupe, je suis arrivé sur Lima 3. De votre position, vous êtes en mesure de neutraliser tout ennemi. En fait, Koub est trop concentré sur son tir. Il est toujours à la recherche du meilleur angle pour toucher sa cible. Ça, c'est le temps de la réflexion, c'est l'analyse. Quand on sent, c'est aussi là le choix, on va dire, quand on est tireur d'élite, c'est connaître le bon moment et pas précipiter son tir. Mieux vaut un tir qui va prendre quelques secondes de plus que de tirer précipitamment et louper son objectif. D'où l'idée de prendre son temps, quelques secondes, histoire de souffler et reprendre les basiques du tir. Les basiques, c'est une bonne position, c'est savoir gérer son souffle et c'est contrôler la pression sur sa détente avec une visée solide. À l'issue du parcours, le débriefing. Bon, écoute, après, sinon, tu as eu des soucis sur ton arme, quoi, sur les... Il y a une éjection. Ouais. Bon, là, tu penses que tu as neutralisé combien de cibles, à peu près, sur le parcours? Pour donner une fourchette, je dirais entre 10 et 13. 10 et 13. Ok. Bon, écoute, en tout cas, sur ton parcours, ce qui manquait cruellement, quand même, c'était compte rendu. On donne un tête à lui, je revenais vers toi pour te demander ta position. Et tu as pu faire tes comptes rendus en plus de neutralisation aussi pareil, quoi. D'accord. On va aller derrière, là, dans la camionnette. Les armées modernes du monde entier s'entraînent ainsi. Car en opération, la moindre erreur ne pardonne pas. Comme en Afghanistan, lorsque ces Marines américains en patrouille se font prendre à partie par des talibans sortis de nulle part. Il faut pouvoir en même temps se mettre à couvert, trouver le bon angle de tir et informer le reste de l'équipe. Et tout cela, bien sûr, sous le feu ennemi et dans le stress. Pour moi, le bon tir, c'est de toucher. Quand on nous désigne un objectif, que ce soit une tête, que ce soit un corps, ou si c'est une cible, le bon tir, c'est de toucher à tout coup. Un tir réussi, c'est one shot, one kill, quoi. C'est voilà, un tir, il faut neutraliser la cible en face. J'ai jamais tiré sur quelqu'un. Je sais pas ce que ça fera. Quelqu'un de vivant en face. Après, sur le moment, on fait ce qu'on a à faire. J'y pense. Je pense que parfois en dormant, j'en rêve ou j'en cauchemar, je sais pas trop. En tout cas, j'y pense. C'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où c'est ma mission, c'est ce pourquoi je suis là. Donc, il n'y a pas de question à se poser, il n'y aura pas de doute. J'y pense, mais en fait, j'arrive pas à savoir quels impacts ça pourrait avoir sur moi. Je sais juste que s'il faut le faire, je serai prêt à le faire. Sur le terrain, on n'a plus de doute. On ne peut pas avoir de doute, parce que si on commence à douter, on met en péril pas mal de choses pour les autres. Ce soir, une manœuvre encore plus périlleuse attend Koub et les 15 autres stagiaires. Ok, donc les dernières consignes pour ce soir, que le contact partisan sera actif à compter de 2 heures. Pour l'infiltration lointaine, vous êtes en SRX. Si vous n'arrivez pas à avoir contact avec la CMO, donc vous allez prendre mon numéro de téléphone, vous me téléphonez pour les comptes rendus, ou vous m'envoyez un SMS. Une mission d'infiltration en solitaire. Et cela fait plus de 24 heures qu'ils n'ont pas dormi. Nous sommes à H-3 avant le départ. Repos pour les uns, repérage topographique, vérification des armes pour les autres. Et côté repas, on a beau faire partie de l'élite, c'est ration de combat pour tout le monde. C'est quoi ça? Un navarre d'agneau. Vous aimez? Ça passe bien, tant que c'est chaud. On va pas pouvoir manger de la nuit, donc on va essayer de bien se blinder l'estomac avant. 23 heures, embarquement pour une destination inconnue.
L'infiltration en territoire ennemi, le renseignement sont des fondamentaux du métier de tireur d'élite. Un exercice majeur dans la formation. Si Koub échoue dans cette mission, son rêve de devenir tireur d'élite s'arrêtera net. Voilà, déjà, on va travailler en autonomie complète du début jusqu'à la fin. Voilà, on va être certainement, on va tomber sur des canons conformes, que ce soit sur l'infiltration. Il y aura des points où on ne pourra pas passer. Il va falloir qu'on se reconfigure, qu'on se réarticule. Quand on va arriver sur place, il va falloir choisir notre position. En fait, personne ne nous dit quoi faire du début jusqu'à la fin. C'est nous qui prenons toutes les décisions jusqu'à l'accomplissement de la mission. Et ce qu'ils veulent voir, c'est si la mission est accomplie et quelle décision on a réussi à prendre au bon ou au mauvais moment. Là les gars, petite consigne, j'ai dernière minute, vous pouvez laisser la porte ouverte si vous voulez. Et le réseau est activé, donc j'active votre fréquence radio à partir de maintenant. Ça marche? C'est la deuxième nuit blanche à Valais. Oui, ça va aller. Oui. On est là pour ça. Toujours envie d'être tireur d'élite? Oui, plus que j'avais. Tester le mental de jour comme de nuit. Mettre à l'épreuve également la résistance physique. Cette nuit-là, Koub va devoir marcher une dizaine de kilomètres avec son pactage de 40 kilos sur le dos. Et son arme de sniper, 8 kilos en plus tout de même. Il doit d'abord rejoindre un lieu de rendez-vous le plus discrètement possible, où un contact ami doit lui donner des informations sur sa cible à abattre. C'est quoi ton nom? Bonjour, je suis Général Zimus. Général Zimus, ok. Je suis le chef de la résistance. De loin, Stéphane, le patron de la formation, suit la progression. Les consignes, c'est pas de GPS. Je sais que l'ennemi patrouille surtout au niveau des routes et que j'ai surtout pas intérêt à me faire déceler. Il intervient le moins possible. En situation de guerre, le tireur d'élite doit être capable de se débrouiller tout seul. Il doit aussi toujours savoir où il se trouve. Les stagiaires doivent donc pouvoir s'orienter à l'ancienne, au cas où leur GPS tomberait en panne. Ouais, merci. Je vais prendre un azimut et puis je vais faire mon tracé. Du coup, je me suis recalé sur celle-là. Donc là, j'ai dû faire à peu près 200-300 mètres dans la piste. Donc en gros, je dois être là, je dois être à 400 mètres de l'objectif. C'est vraiment l'élément important pour nous, c'est la base du métier. Si on n'arrive pas à s'infiltrer pour aller sur un objectif, la mission elle est vouée à l'échec avant même d'arriver sur notre cible. Il est 4 heures du matin. Cela fait maintenant 5 heures que Koub est parti. Il doit maintenant trouver un point de reconditionnement. C'est là qu'il va revêtir une tenue de camouflage, cacher une partie de son matériel, s'alléger au maximum pour pouvoir s'approcher au plus près de sa cible. Le point de reconditionnement, c'est pas quelque chose qui se fait en rapidité. C'est justement c'est le temps que vous allez vous laisser pour souffler, pour reprendre vos esprits. Quand vous venez de faire une infiltration de 5-7 bornes, de temps en temps, on peut être un peu... Voilà, on peut avoir un peu mal aux pattes ou des trucs comme ça. Il pleut, on est trempé, mais bon, c'est pas grave. Et quand on arrive sur son poste d'affût, il faut être concentré à 100%. À partir de là, tous les mouvements doivent se faire le plus doucement possible, de façon à faire le moins d'indiscrétion. Et là, il faut avoir toute sa concentration. Les derniers mètres sont les plus dangereux. Là où normalement le terrain grouille d'ennemis. Stéphane, son instructeur, s'assure que Koub évolue dans la plus grande discrétion. Il y a beaucoup d'enjeux pour ce genre de mission, effectivement, c'est de ne pas se faire repérer dans un premier temps, de rester en vie, évidemment. On ne va pas chercher la mort non plus, hein. Il faut quand même être conscient de tout ça. On a peur quand on fait ça, justement, sur le terrain? C'est pas une peur. C'est pas une peur, on peut pas avoir peur parce que quelqu'un qui a peur ne ferait pas ce métier. C'est qu'il faut être conscient du danger. Et si on est conscient du danger, on va mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas se faire déceler et faire notre mission de la meilleure façon qui soit.
Koub est maintenant à l'affût. Il doit attendre l'ordre de faire feu. Pour tester sa résistance à ne pas s'endormir, l'instructeur va le faire patienter jusqu'au lever du jour, sans bouger. Pour Koub, ce sera finalement un tir à 350 mètres. Un tir a priori facile pour un bon tireur comme lui. Mais le stress et la fatigue peuvent tout faire capoter. Koub n'a droit qu'à 2 cartouches, mais en utiliser qu'une seule rapporte plus de points. Toujours la devise du tireur d'élite, one shot, one kill. Koub ne va tirer qu'une seule cartouche. Mais à 350 mètres, l'impact est si petit qu'il est incapable de savoir s'il a mis dans le mille. Je pense que j'ai touché, donc oui, je devrais être content. Et on sait ce qu'on est capable de faire. À 350 mètres, sans vent, on sait que la cible, on la touche à 100%. Quoi. On ne devrait même pas se poser de questions, donc oui, j'ai fait une cartouche. Ça me semblait correct. Koub a eu raison de ne pas douter. Il a effectivement touché au premier coup. Lui et 8 autres commandos marines ont décroché la qualification de tireur d'élite. 7 ont échoué. Vert tir. 56% de réussite, une très bonne promotion. Certaines années, il arrive qu'aucun stagiaire ne décroche le Graal. Joli. Protéger la France hors de ses frontières, la protéger aussi de ses ennemis intérieurs, les tireurs d'élite sont sur tous les fronts. Nous sommes à Paris, au Parc des Princes. Ce soir, le PSG rencontre Saint-Étienne, un match de Coupe de la Ligue qui va se jouer à guichet fermé, 48 000 spectateurs. Deux compagnies CRS sécurisent l'événement. Près de 150 hommes, dont 4 tireurs d'élite. Leur dénomination officielle, les bots. Il faudra sanctuariser la place de l'Europe. Et il faudra contrôler aussi, parce qu'il y a pas mal de supporters qui attendent de l'autre côté des barrières. Bon. Le bot, c'est un binôme observateur-tireur. Donc l'objectif d'un bot, c'est une mission de surveillance et éventuellement de neutralisation, notamment en cas de menace terroriste. Voilà, on part aux éventualités dans un contexte où vous avez une fête populaire qui est un match de football. Et on est là pour assurer la sécurité des gens qui vont pouvoir regarder leur match tranquillement. Il y a 10 ans, 15 ans, il y avait des bots comme ça? Non, ça n'existe pas. Non. Car les attentats du 13 novembre 2015 ont été un choc. 130 victimes principalement au Bataclan. Un vendredi noir où tout commence au Stade de France. Première détonation, il est 21h16. Le public ne comprend pas. 21h19. Deuxième détonation, le regard de Patrice Evra en dit un peu plus sur l'inquiétude qui grandit. François Hollande quitte le Stade de France de toute urgence. Le chef de l'État apprend que 3 kamikazes se sont fait exploser aux abords immédiats du stade. Depuis ces événements tragiques, le ministère de l'Intérieur a pris des mesures. Pas un match, pas un concert sans tireur d'élite. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à filmer ces spécialistes. Mais pour garder l'effet de surprise, vous ne saurez pas où ils s'installent. Eux-mêmes le découvrent le plus souvent au dernier moment. Si le terroriste avéré, tiens. D'accord? Ça marche. Jamais au même endroit, mais toujours sur une position discrète et en hauteur, ce qui leur permet d'avoir une vue globale du site à protéger. Qu'est-ce que c'est comme arme là, que vous avez? C'est Chica T3. C'est une bonne arme? Ouais, c'est très précis. Ouais. Pour le milieu urbain dans lequel on travaille fréquemment, c'est suffisant et c'est très précis. Ouais.
Ce soir, Aymen, 36 ans, est tireur. Ouais, j'ai l'angle du bâtiment à droite aussi. Et Mathieu, son coéquipier, est spotter. Et pour lui, la mission commence toujours de la même façon. Par un dessin. En barrage là-bas, t'as 85 mètres. Donc là, ce que je suis en train de faire, en fait, tout simplement, je dessine ce que je vois. C'est comme si je faisais une photo, ce qu'on appelle un schéma tactique. Donc le schéma tactique, il va me servir à repérer les points principaux, les points de repère et les points sensibles. Là où la foule s'agglutine, ou alors sortie d'un carrefour, sortie d'une petite ruelle, des choses comme ça. Ici, on va essayer de prendre une distance qui permet de couvrir un maximum de terrain, donc une distance moyenne. Les tireurs d'élite des CRS sont déployés à l'extérieur des stades, là où est réellement la menace. Depuis 2015, les contrôles et les fouilles aux entrées ont été renforcés et sont donc dissuasifs. Ouais, c'est bon. Là, je suis plein fer sur l'entrée. Le canon, il touche rien du tout. Le binôme est maintenant opérationnel et n'a plus qu'une seule obsession: repérer les individus au comportement suspect. Trouver la personne hostile en cas d'attaque, avec un enjeu de taille par rapport à l'armée. Tout ce qui est militaire, c'est vraiment sur des zones de combat, en fait. On va moins se soucier des dommages collatéraux. Alors que là, devant nous, on a des personnes, des familles, des enfants qui viennent voir un match de foot. Et pour nous, c'est pas envisageable que ces personnes-là soient impactées par un de nos tirs. Le but, c'est vraiment de pouvoir neutraliser un hostile, mais être sûr que ce soit que lui qui va être neutralisé. Une heure avant la rencontre, la tension monte d'un cran. Aymen est sur les dents. Le quart des joueurs du PSG vient tout juste d'arriver. La foule est amassée à son maximum pour l'arrivée des joueurs. Les joueurs sont là. C'est un moment qui est extrêmement sensible. Pour faire un coup d'éclat, ce moment-là, c'est le plus propice, quoi. Les joueurs ont rejoint les vestiaires sans problème. 21h, le match commence. Aymen et Mathieu ont 90 minutes pour se reposer, faire baisser la pression. Eux ne verront rien du match. Car au coup de sifflet final, ils doivent reprendre leur poste, retrouver leur concentration au maximum pour l'autre moment où tout peut arriver, la sortie du stade. Il est minuit, aucun incident à signaler. Mission accomplie, on a effectué nos surveillances, on a sécurisé. Les effectifs au sol ont fait la même chose. Donc c'est très bien. Pour nous, la mission est complètement accomplie. C'est ce qu'on demande, qu'il ne se passe rien. Ça nous va très bien, on va dire. Ce soir-là, 48 000 spectateurs rentrent à la maison sans se douter une seule seconde que des anges gardiens tapis dans l'ombre ont veillé sur eux. Tireurs d'élite, certains poussent la précision et la distance jusqu'à l'extrême. Dans les Alpes, près de Gap, un hameau où vit un perfectionniste du tir. Un militaire qui a plusieurs missions africaines à son actif. L'homme fabrique lui-même ses munitions. Il les charge en poudre avec une doseuse de laboratoire. Car avec lui, tout se joue au centième de gramme près. La partie haute ici, c'est le distributeur. Le distributeur, lui, va donner une charge approximative sur la balance. Et on va avoir sur le côté droit un égraineur qui va venir faire le complément le plus finement possible sur le poids recherché. Donc j'ai demandé 135 grammes pour faire cette charge. Maintenant, la tolérance de 0,0 de grain comme ça me satisfait totalement et je vais la garder.
Benjamin est adjudant-chef au 4e régiment de chasseurs de Gap. Tireur d'élite, instructeur tout calibre, il fait surtout partie du club très fermé des spécialistes longue distance. En 2016, il devient célèbre pour avoir touché à 4150 mètres, un record du monde à l'époque. Pour vous donner une idée de l'exploit, ce serait comme toucher un drapeau sur l'Arc de Triomphe depuis la tour Montparnasse. Avec ce genre de tir, la balle met plusieurs secondes pour atteindre son but. En mission, c'est quasiment impossible à réaliser. Pourtant, le record appartiendrait à un soldat canadien. Il aurait tué un ennemi en Irak à 3540 mètres. En fait, pour aller loin, il faut jouer sur la vitesse de la balle, qui dépend de la quantité de poudre. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'écart de vitesse qu'on a entre chaque cartouche. En fait, si vous voulez, si on a une balle qui sort à 900 mètres secondes, ok, parfait, on va dire qu'on est au centre de la cible. Et en fait, si par exemple j'en ai une qui sort à 905 mètres secondes, qu'on sera plus haut que la cible. Si c'est la troisième est à 895, je vais me retrouver en dessous de la cible. Donc bien entendu, en fonction de la distance, ce phénomène sera plus ou moins important. Mais pour des tirs dans la zone des 2000, 2500, 3000, voire plus, on peut facilement se retrouver avec des différences de hausse de 1 mètre au-dessus de la cible, 1 mètre en dessous de la cible, tout ça pour quelques mètres secondes de différence. Donc on va chercher à avoir la munition la plus fidèle possible, avec les écarts de vitesse les plus serrés possibles entre eux, pour avoir une régularité dans les tirs au mieux. Dernière opération, ce que l'on appelle le siégeage du projectile. Voilà, une cartouche de 408 Chetak, terminée, prêt à être expédiée dans la cible. Enfin, on espère dans la cible. Vous pensez, on peut envoyer ça à combien? J'ai tendance à dire jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. C'est bon pour moi. Avec ses munitions, Benjamin doit s'entraîner en vue d'un challenge de tir sportif. Alix, sa femme, l'accompagne. Elle aussi est une as de la gâchette. Mais pour le plaisir seulement. C'est un des problèmes du tir longue distance, c'est le matériel qu'il faut. Alors parce qu'il y a tout l'environnement qu'on va poser au sol, le tapis de tir, les radars pour mesurer les vitesses, les sacs pour caler les fusils, les bipieds, les munitions. Et vous tirez jusqu'à combien, Alix? Ça dépend ce qui me prépare en munitions. Le plus loin possible. Mais qui est le meilleur, en fait, dans le couple? Monsieur ou madame? L'expérience. Madame pour le calme. Voilà. Non, on est complémentaires. C'est une belle équipe. Direction maintenant le plus grand camp militaire d'Europe occidentale. Avec 33 000 hectares, Camp Juers dans le Var est l'un des rares endroits en France où l'on peut faire du tir très longue distance. Benjamin aurait bien voulu battre son record et tenter 5000 mètres. Mais ce jour-là, les conditions météo sont exécrables. Pluie, vent tourbillonnant, trop d'incertitudes. Il doit se rabattre sur une distance de 3 km, 3000 mètres. Allez, ça va? Donc là, ceux qui ont des armes à poser ici, ils les posent dans le pré, là, et ils vont poser leur gong. Donc allez, action! Ils sont une dizaine de tireurs de toutes nationalités à venir aussi tenter leur chance. Des privilégiés, membres du club sportif de Camp Juers. « 3065. 3065 ? Parfait. Le vent, il n'est pas débile ici, hein? Et non, on est protégé un peu. Première chose à faire, installer la cible. Une plaque blindée qui pèse une quarantaine de kilos. C'est pas comme si... C'est le gong du 3000 mètres. Le gong, vous appelez ça? Le gong. Oui, comme un petit peu, c'est très imagé. Boum, voilà. Ça représente... C'est nos cibles métalliques. Ça permet de voir les impacts. Et puis, quand il y a peu de vent, on la voit se balancer après l'impact, on sait qu'on a touché. Elle fait quelle taille? 134 par 150, 1 cm. Un coup de peinture pour voir les nouveaux impacts. Et une caméra Wi-Fi pour le retour vidéo en direct.
En opération, les conditions météo aujourd'hui empêcheraient Benjamin de tirer d'aussi loin. Trop aléatoire. On est à une moyenne de 6 mètres secondes et des pointes maximum de 8 mètres secondes. Ça fait quoi en kilomètre/heure, ça? À peu près 25 km/h. Et c'est pas terrible pour longue distance? Pour faire du tir de 0 à 2000, 2500, il n'y a pas de problème, mais au-delà, la zone des 3000, ça commence à devenir problématique. Mais avec son fusil fait sur mesure, il a peut-être une chance. C'est quoi comme arme, ça, Benjamin? C'est un 408 Chetak. C'est un custom, un assemblage. Donc un assemblage, c'est un canon qui vient d'Allemagne, une action qui vient des États-Unis, une crosse des États-Unis, et c'est un armurier qui le monte. C'est ce qu'on appelle une arme custom dans le jargon. Et c'est avec celui-là que vous avez réalisé le fameux tir à 4150 mètres? Oui, c'est avec ce fusil, mais depuis il a subi une cure de jeunesse avec une nouvelle peinture, un nouveau canon, voilà, une nouvelle lunette. Mais c'est bien ce fusil-là, oui. Avec une peinture bleu, blanc, rouge. Avec Cocorico. Son arme coûte plus de 10 000 €. Comme pour le tir militaire, le tir sportif se pratique en binôme. Et le spotter de Benjamin aujourd'hui, c'est Yannick. Oh la vache. Tu me dis quand t'es prêt. Hein. Ok, Kiki. Ok, half a mile. Quarter of a mile, I mean. I see it. Do you want to do that one or do you want to do the one in the rocks that's just a little further? Ok, vert. Vert. Oh putain, mais c'est quoi là? So if you go to that Impact. Élévation parfaite. Ouais, élévation parfaite. Face à Benjamin d'abord, des cibles entre 1500 et 2500 mètres. On passe à 1009, Benjamin? Ouais, monte. Allez. Car le tireur longue distance est comme un sportif de haut niveau. Il doit d'abord s'échauffer s'il veut réussir l'exploit. C'est bon, t'es dessus? Ouais. Vert. Ça permet aussi à l'équipe de jauger les contraintes du terrain. Maintenant, le 3000 mètres. Le défi que Benjamin s'est fixé aujourd'hui. La cible, c'est ce petit point blanc, invisible à l'œil nu. Et voici la vision qu'il a dans sa lunette. Un confetti à abattre. C'est bon pour moi. Vert. À 3000 mètres, la balle met 7 secondes pour atteindre le gong. Ouais, vu. Correction. 3 clics à droite. 7 secondes durant lesquelles tout peut arriver. Hauteur bonne. Hauteur bonne. Celle-là, je la sens bien. Confirmation. Allez, vas-y. Allez, mon Benjamin. Applique-toi. Pendant plusieurs heures, Benjamin va tenter de toucher. Ouf. C'est juste devant. Juste devant. Correction. 3 clics en haut. Passant à chaque fois à quelques centimètres de la cible. Ajuster son tir avec des corrections infimes. Sans succès, pense-t-il. Ah, putain. Ok. Correction. 0,1 en bas. 0,3 à droite. Alors là, c'est clairement le vent qui joue avec nous. On effectue le tir. Le spotter voit l'impact, me donne une correction. Entre le moment où j'affiche la correction et que je retire, il peut se passer un laps de temps de 4-5 secondes jusqu'au prochain tir. En 4 ou 5 secondes, le vent a évolué. Et donc on passe notre vie à passer à droite de la cible, à gauche de la cible, à droite, à gauche. Tu reprends? 3 cartouches. Benjamin avait préparé une 60aine de cartouches pour cette journée. Donc correction. 0,4 à gauche. Dernière cartouche, dernière chance. Tu crois qu'on était dedans? Ouais. Parce que je vois un impact noir en bas à droite. Je vois, moi aussi. Écoute, moi je l'ai vu osciller quand on a tiré. C'est touché. Vérification sur place. 3 impacts, elle a été touchée 3 fois. En fait, il est où votre impact? Celui-ci.
bord droit de plaque. Vous n'avez pas l'air content, vous avez touché quand même à 3000 mètres. Oui, mais on ne se satisfait pas de ça. On ne se satisfait pas de ça. Il y a une certaine crédibilité des tirs à garder. C'est-à-dire que, qu'importe la distance, on essaye d'assurer un minimum de toucher la cible au moins une fois sur 5 coups. Et dès lors qu'on tire une quinzaine de cartouches pour toucher une fois la cible, on laisse une part à l'aléatoire. Pour nous, vous aurez mis en tous les cas, vous aurez touché. Ouais, mais c'est largement insuffisant pour moi et maintenant il se met à grêler. Ah! Savoir se jouer des conditions météo, maîtriser la balistique, garder son self-control en toutes circonstances. Benjamin, Fabien, Morgane, Koub, Aurel et le millier de tireurs d'élite en France. Ce sont ces hommes, ces professionnels au caractère bien trempé, qui font de ce métier un métier hors norme.